Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui dans la station des Arcs, c'est presque jour blanc mais voyez, on skie aujourd'hui dans cette station. Alors la station a été créée dans les années 60, elle a fêté ses 50 ans et en France la toute première station créée c'est Megève, 1935, Megève qui a donc fêté ses 80 ans. Alors l'aménagement de la montagne et quelle suite aujourd'hui, c'est le thème de notre émission Point de vue. Nos deux invités du jour. Pour commencer, ce sera Michel Giraudy, le maire de Bourg-Saint-Maurice, qui était aussi un expert de la montagne. Et puis notre deuxième invité sera Alexandre Molin, le tout nouveau président de Domaines skiables de France. Point de vue, l'aménagement de la montagne et surtout, quelle suite maintenant pour la montagne, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Dans le milieu de la montagne, certains personnages comptent particulièrement. Leurs connaissances, leur expérience, leur expertise en font en quelque sorte des porte-voix de la montagne. C'est le cas de notre invité aujourd'hui, Michel Giraudy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maire de Bourg-Saint-Maurice, élu en 2014. Mais alors quel passé dans le milieu de la montagne, puisque vous avez été tout d'abord à la direction du Club Med, vous avez été directeur d'office de tourisme à Courchevel, vous avez été impliqué dans les Jeux Olympiques d'Albertville. Également, si on reprend un petit peu votre CV, vous avez été directeur de la station de Val d'Isère et puis impliqué dans l'organisation des championnats du monde en 2009. Un gros CV dans le milieu de la montagne. D'abord, cette montagne, vous êtes à l'origine finalement de cette coordination globale qu'on l'on appelle France Montagne. À un moment, on parle de promotion touristique de manière commune pour la montagne française. Vous êtes à l'origine de ça? À l'origine, oui, j'étais pas seul. C'était l'héritage notamment de France Ski International, de Ski France. Et puis il y avait aussi un gros paquet qui était ce qui avait été créé après des années difficiles. C'était une campagne de pub conséquente qui a été créée avec tous les acteurs de la montagne qui étaient soit ça allait des commerçants, remontées mécaniques et autres. Ça s'est passé dans les années 90, ça. Après 2 années très difficiles et pas beaucoup de neige. Je pense que c'est à ces années-là, c'était les années 88-89, et c'est peut-être là que les médias, notamment, s'en sont pris au sport d'hiver en disant que c'est la fin des sports d'hiver parce qu'il n'y aurait plus jamais de neige. Dès 88-89. Oui, oui, bon, l'histoire est très ancienne. Il faut savoir que la neige a souvent manqué dans les Alpes, ça arrive souvent. Jamais au printemps, comme ça a été dit ce matin, mais que très souvent, moi j'ai connu des Noëls sans neige, voire des hivers sans neige du tout, comme l'hiver 64, où on montait dans les grands cols alpins, encore au mois de mars, sans neige du tout. Donc l'histoire de la neige est très, très aléatoire. Mais c'est une certaine constante d'avoir de la neige, pas souvent, pas de neige à Noël et beaucoup de neige au printemps. Donc j'en suis venu, là, à votre question, c'était sur la fondation de France Montagne. C'était un besoin de s'unir ensemble, bien sûr. Avant, France Ski International, c'était que les grandes stations. France Montagne s'est ouvert à toutes les stations et puis se sont agrégés à France Montagne, notamment l'Association des maires à Paris, le domaine skiable de France, les remontées mécaniques et les écoles de ski. Voilà un peu les membres fondateurs de cette affaire-là. Et ça marche pas mal. D'abord, on s'est recentré et localisé au cœur des Alpes, donc à Francin, à Alpes Espace, et ça se passe bien. On a des stations qui ne sont pas encore ou qui ne sont plus membres, parce que souvent c'est des caprices de maire qui disent on n'y va pas, il y en a qui rentrent et qui reviennent. Il faut y être, parce qu'on est seul sur les grands marchés ou ailleurs, ou même sur la France Communication, on n'est pas grand-chose. Donc si on a un paquet qui représente cette économie considérable quand même, et une centaine de stations de ski, ça vaut mieux que d'être tout seul. Mais comment est venue cette idée finalement de se rassembler pour la promotion de la montagne française après une grande période d'aménagement de la montagne? L'aménagement de la montagne a démarré quoi, en 1935, Megève, tout premier téléphérique, oui, et puis après les années là, 60. Vous remontez aux années... Je remonte loin, mais c'est intéressant d'avoir cette histoire, de se dire on a d'abord aménagé la montagne et maintenant il faut parler de manière commune. Il y a 2 phases. Vous aviez avant la guerre des stations qui étaient nées parce qu'il y avait un village, quelques pentes, quelques sapins, ou des stations historiques comme Chamonix ou autres. Souvent d'ailleurs c'est l'été qui a été l'origine du ski. Les stations étaient d'abord des stations d'été en altitude, et puis après donc, il a fallu attendre 1945 où là le département de la Savoie allait imaginer pour la première fois au monde une station sur un site vierge et naturel, un alpage
qui va s'appeler Courchevel. C'est la première fois qu'on imaginait quelque chose d'entièrement fait pour le ski, jusqu'à l'urbanisme de cette affaire. Il est écrit dans les actes fondateurs de Courchevel en 1945 qu'il n'est pas raisonnable de construire une station de ski en deçà de 1800 mètres d'altitude. Dès cette date-là. On le vérifie chaque année presque, hein, encore cette année. C'est pour ça que les stations sont toutes montées en altitude, sur aussi des terrains plus favorables parce que c'était des alpages avec des pentes plus douces que les stations en fond de vallée, où généralement c'est un petit peu raide. Déjà à cette époque-là, dans les années 60, des grandes stations se sont unies pour faire la promotion du ski à l'étranger. C'était Chamonix, c'était Courchevel, puis après les autres se sont agrégés, celles qui sortaient, là, après c'était les Arcs, Avoria. Il y avait un petit club qui va s'appeler France Ski International, qui a fini avec 15 stations, il n'y a pas longtemps, qui se balade dans le monde entier pour représenter les stations et faire du commercial auprès des Américains déjà, auprès d'une clientèle qui sera très nombreuse après les Japonais, très nombreux en France, qui a disparu aujourd'hui, les Allemands très nombreux en France, qui ont beaucoup baissé aujourd'hui parce que maintenant ils ont des grands domaines skiables en Autriche dans les Dolomites. Pour le Japon, le ski ça a un petit peu baissé au point de vue fréquentation, même beaucoup. Donc voilà l'histoire. Donc c'est pas d'aujourd'hui et l'aboutissement de tout ceci est on a continué à travailler tout ceci et surtout à s'ouvrir plus. Les grandes stations sont ouvertes pour tout le monde, pour avoir des paquets de communication plus importants. Ça, c'est le passé de l'aménagement des domaines skiables et comment ça s'est déroulé. Aujourd'hui, on se tourne vers l'avenir et vous le disiez dans vos propos, cette question de la neige ou du manque de neige, c'est presque une fausse polémique. Selon vous, c'est un petit peu ça. Sans quoi? Sans nier les modifications climatiques? Mais en tout cas, le fait qu'il y ait de la neige ou pas de neige… La modification climatique telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'il y a 1 degré de plus ou autre, aujourd'hui n'est pas sensible sur l'enneigement. C'est-à-dire que, encore une fois, contrairement à ce que l'on dit, tout le monde dit qu'il y avait des années enneigeuses, c'est plein de neige. Quand j'étais gamin, on allait… Pas du tout, nenni. Quand on était gamin, moi, on avait, je vous dis, des Noëls très pluvieux. Les vacances de neige étaient en février d'ailleurs. On ne parlait pas de vacances de neige avant. On n'ouvrait pas les stations avant Noël. Les vraies vacances étaient de neige de février. Et comme on l'a dit ce matin pour le printemps du ski, on skiait beaucoup sur Pâques. Les vacances de Pâques étaient un moment de ski très classique parce qu'il y avait de la neige comme aujourd'hui. Et on faisait beaucoup de ski de printemps. Déjà, c'était une espèce de mode aussi très, très intéressante qui a fléchi un petit peu et qui repart aujourd'hui. On peut dire que globalement, le climat en montagne et l'enneigement, contrairement à ce que l'on dit, reste à peu près le même, parce qu'on a une seule décennie qui a trompé tout le monde. Ce sont les années 70 qui ont été la seule décennie enneigée en continu du XXe siècle. C'est la seule fois, et c'est au moment où sortaient les stations en plus, où on a vu des années très abondantes de neige jusqu'à des catastrophes comme celle des avalanches de Val d'Isère et autres. Et cette année-là, elle a trompé tout le monde. Toute la génération qui venait aux affaires pour le ski a cru que c'était fait parce qu'on avait des stations, la neige arrivait. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut revenir à, on va dire, presque un ancien modèle pour envisager l'avenir. C'est ce que vous dites un petit peu ? Mais c'est pas l'ancien modèle. Aujourd'hui, il faut se dire, la neige n'est pas quelque chose qui arrive comme ça parce qu'une station ouvre. Alors aujourd'hui, on peut corriger le tir avec les enneigeurs. Vous remontez aux Jeux Olympiques de Chamonix en 1924, je crois, pas de neige. Donc c'est très courant, sauf qu'avant on le remarquait moins parce que l'industrie des sports d'hiver était moins forte. Donc on savait très bien vivre sans neige dans une station s'il le fallait et attendre que ça vienne. Aujourd'hui on veut ouvrir et on veut la neige. À une date précise. À une date précise, voilà. Ce qui est encore plus compliqué. Absolument. Ce qui est encore plus compliqué. Alors on parle beaucoup de développement durable. Honnêtement, on parle vraiment de développement durable. On sollicite un petit peu tout le monde, hein, l'économie notamment de la montagne, en matière de développement durable. Est-ce que, selon vous, et si on parle globalement peut-être sur l'arc alpin ou même sur l'ensemble des massifs français, qu'est-ce qu'il en est de nos stations françaises en matière de développement durable? Est-ce que ce sont des stations vertueuses ou pas forcément? Est-ce qu'on a des progrès à faire? D'abord, c'est la vie. C'est-à-dire qu'il faut se dire une chose, c'est que s'il n'y avait pas de station de sport d'hiver, il n'y aurait plus personne dans nos vallées. Donc les stations permettent de garder la population? Les stations ont compensé le désert agricole, l'agriculture, qui déjà dans les années, je vois ici, je regardais, c'est les 50 ans des Arcs, donc je me suis plongé un petit peu dans l'histoire des Arcs. La démographie plongeait, tout le monde quittait les villages, comme dans toute la France, hein, pour aller vers les villes, vers les vallées. Et les sports d'hiver ont sauvé ces vallées.
Donc c'est déjà la première chose, c'est très important pour le but économie. Pas de sport d'hiver, pas d'hôpitaux, pas d'écoles, pas de chemin de fer, pas de route. Il faut être clair, hein, au moment où tout le monde abandonnait la montagne. Deuxièmement, les sports d'hiver, contrairement à ce que l'on dit, n'ont pas envahi les Alpes. Je crois que ça représente environ 5% de la surface des Alpes. Les domaines skiables ne représentent que 5% de surface. Voilà. Tertio, quelque chose que l'on ne dit pas assez, c'est que aujourd'hui, toutes nos stations sont entièrement fournies avec de l'électricité. Ce que l'on recherche aujourd'hui sur les bagnoles, et en tant qu'on l'a trouvé, tous nos téléskis, sauf exception, c'est plus des vieux diesel qui puent ou autres, tout marche de façon électrique. La station en elle-même ne pollue pas. Ce qui peut polluer, c'est l'accès aux stations avec les voitures qui arrivent en abondance. Voilà, donc il faut bien se dire que ce n'est pas une espèce d'équipé sauvage. Et enfin, encore pour donner un boni aux stations, les stations entretiennent la montagne, c'est-à-dire que les pistes sont sur des alpages. Comme il n'y a plus d'alpage et il y a plus les alpages ne sont pas entretenus ou ne sont pas mangés, comme on dit, la forêt revient. Je vois pour parler de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, tout le panneau qui est le panneau des arcs entre la vallée et les arcs était entièrement agricole avant. Aujourd'hui, c'est entièrement de la forêt. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Le développement d'érable, il faut maîtriser l'eau. On est quand même les plus haut placés pour l'eau. Il faut la maîtriser. Quelque part, les Alpes sont un peu le château d'eau, non pas de la France, mais en tout cas d'une grande partie de la région. Maîtriser l'eau, il y a des gens qui... Alors, pendant un moment, il y avait des histoires sur les canons à neige qui étaient faits, qui étaient une alchimie d'eau plus de machin, je ne sais pas quoi. Pas du tout, les canons à neige sont de la neige, les enneigeurs sont de la neige, de l'eau tout à fait pure et de source, que l'on stocke en plus, c'est-à-dire que le stockage, ça veut dire qu'on stocke quand il y a des gros orages ou la pluie au bon moment l'automne. Voilà, alors on tire sur nos réservoirs après. Oui, c'est beaucoup d'eau, mais c'est quand même de l'eau qui revient, par définition, sur le terrain, après, à la fonte des neiges. Hein. Voilà, donc, à part cela, on peut dire qu'on en a conscience tous, de problèmes d'urbanisation en montagne, d'économie d'énergie. Aujourd'hui, il y a des très grosses opérations et tout le monde s'en occupe. Il y a le lit froid. Le lit froid, il faut aussi aujourd'hui refroidir les immeubles, n'est-ce pas, qui sont souvent mal équipés, mal isolés à leur construction. C'est des gros travaux, des choses qui ont été construites il y a 50 ans. Il faut isoler tout ceci, faire des économies d'énergie comme partout. Voilà, mais il n'y a rien de dramatique, hein. C'est pas Seveso, a priori une station ne pollue pas par elle-même. Les choses sont tenues selon vous? Oui, il y a dans toutes les stations des programmes sur cette affaire-là. Je pense qu'on pourrait mieux communiquer. Encore une fois, on n'est pas des sauvages en train de... On a remplacé, pas toujours, même les alpagistes sont revenus d'ailleurs, sont ravis de revenir sur les pistes l'été. Vous avez des gens qui se battent dans nos villages pour savoir s'ils peuvent prendre telle piste qui a été refaite il y a 10 ans, qui maintenant revient à l'air pour la prendre, pour la faire manger par les bêtes. Donc voilà, tout ceci se passe dans une bonne entente, dans un développement durable. Alors on a des problèmes, je pense que le problème de pollution principal, c'est effectivement l'accès dans les stations avec les voies routières, hein, les bouchons, notamment chez nous, en Tarentaise, les camions en Haute-Savoie, etc. Les Alpes sont des lieux, une vallée par définition et un col, et il faut que ça fasse. Par un tunnel, c'est fait pour passer. La question des routes, c'est le chantier de demain, en tout cas la question de demain, comment... C'est une vraie question. Comment gérer l'accès aux stations? C'est vrai, par exemple ici en Tarentaise, on a presque 400 000 lits, dont la moitié, rassurez-vous, sont jamais ouverts. Hein. Donc, parce qu'on a dit froid, donc on a des pointes à 200, 250 000 personnes sur 400 000 lits. Le reste, c'est un autre problème qui peut être un problème d'environnement aussi. Donc on a du bâti qui ne sert à rien. Et tout ceci provoque évidemment, ça ne passe pas dans le tuyau de la route, quoi. Et en plus, s'il y a un flocon de neige, alors c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, à court terme, il y a une chose qui se passe bien, c'est qu'on peut d'abord, on n'est pas obligé d'arriver tous le même jour. Donc les hébergeurs arrivent tous aujourd'hui à modifier leur planning. Les hôteliers l'ont très bien fait. Le club Med où nous sommes arrive le dimanche. Des grands loueurs comme Pierre et Vacances commencent à casser leur semaine pour que des gens puissent arriver dans des périodes plus calmes. Faut-il demain mettre des milliards pour mettre des 4 voies jusqu'en haut? Ça semblerait imbécile parce que finalement ça se passe que pendant 10 samedis par an ces problèmes. Ça n'empêche pas de mieux arranger les routes, de mieux contrôler,
d'obliger, ce qui est fait aujourd'hui, peut-être les équipements spéciaux ou autres, c'est fait aujourd'hui. C'est-à-dire normalement tout le monde est censé venir au sport d'hiver avec un équipement spécial. Voilà, quand on met chaîne obligatoire inscrit à Albertville, on sait ce que ça veut dire. Donc on dit toujours c'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire. Certains voudraient mettre toute la France avec des pneus neige, etc. C'est pas raisonnable. Il y a des régions, pour 2 jours, comme on a vu hier, que des gens achètent des trains de pneus à 4. Voilà. Donc tout ceci se gère quand même. Il faut quand même avoir une vision. Nous investissons encore beaucoup dans de nouveaux lits, comme le Club Med, comme des grands hôtels et autres. Un Club Med, c'est 1000 personnes chaque semaine qui arrivent, tranquillement le dimanche. On voit des grands opérateurs aussi qui modifient leur vol, leur charter qui arrive le dimanche maintenant sur Genève ou autre. Voilà, il y a de la place dans le temps. Dans l'espace, c'est plus difficile à reconquérir. Dans l'espace, c'est plus difficile. Merci à vous. On va rester sur cette phrase-là, Michel Giraudy. Je vous remercie d'avoir été l'invité de notre émission Point de vue. Avec plaisir, avec plaisir. Il est le nouveau visage de la montagne cette année, à la tête de l'ensemble des domaines skiables sur les 5 massifs, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central ou encore les Vosges, le Jura. En tout, près de 3000 remontées mécaniques sur l'ensemble de l'Hexagone. C'est donc le président des domaines skiables de France que nous accueillons aujourd'hui, Alexandre Molin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau président effectivement de cette grande institution, syndicat professionnel qui est Domaines Skiables de France. Alors avant de parler de votre rôle de président, d'abord vous-même, vous êtes sur quel domaine skiable? Vous en gérez plusieurs finalement des domaines skiables. Alors oui, je gère 3 stations sur le domaine skiable des Cybèles qui est dans la vallée de la Maurienne. Je gère le Corbier, Saint-Jean-d'Arve et Saint-Saëns-la-Darve. Et alors vous vous êtes présenté, vous avez été élu à la tête de Domaines Skiables de France. J'ai envie de dire avec quelle ambition et quel projet? Alors déjà pour se présenter, il faut avoir une envie de s'investir et de travailler pour un sens commun parce que à la fois nous sommes concurrents mais à la fois la montagne est une grande famille. Une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'on est une grande famille, mais voilà, vous portez des problématiques communes, des satisfactions communes, j'imagine également. Et puis voilà, il faut ensemble travailler de concert pour porter certains messages un peu plus haut. Alors oui, nous avons de grands défis, le défi de renouvellement des clientèles. Nous avons aujourd'hui un contexte juridique compliqué au niveau des délégations de services publics, plus tous les tracas techniques, administratifs que peuvent connaître les exploitants. Et Domaines Skiables de France et la chambre professionnelle qui est là pour essayer de trouver, d'amener des solutions et de pousser les solutions pour que les exploitants puissent travailler mieux demain. Alors certains téléspectateurs ont peut-être déjà entendu parler du syndicat national des téléphériques de France. C'était l'ancienne version de Domaines Skiables de France? C'est entre guillemets un changement de nom. Le SNTF, qui est notre entité juridique, syndicat national des téléphériques de France, est devenu il y a une dizaine d'années Domaines Skiables de France, car on remarque que nos adhérents ne font pas que exploiter la montée, organisent, sécurisent la descente et gèrent le secours dans la grande majorité. Oui, un domaine skiable, c'est et la montée et la descente, c'est toutes ces problématiques qui se posent. À partir du moment où vous arrivez sur la neige, que vous achetez un forfait et que vous partez sur les pistes, c'est le domaine skiable, les services qui sont proposés, entre guillemets, tout le bonheur qui va découler de votre journée au ski dépend de l'exploitant de domaine skiable. Alors est-ce qu'on peut faire un espèce d'état des lieux de la montagne aujourd'hui et des différents domaines skiables? Quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés finalement après les toutes premières remontées mécaniques? Ça a quoi, 80 ans du côté de Megève? Ici on est aux Arcs au Club Med, alors c'est jour blanc dehors, donc on s'est réfugié à l'intérieur, ça a plutôt 50 ans ici. Les problématiques auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui après cette grande période d'investissement et d'aménagement de la montagne? Écoutez, il y a toujours un problème d'amélioration de notre produit. On continue et là, les opérateurs travaillent énormément, investissent beaucoup pour garantir une qualité qui évolue en fonction des années et en fonction de l'attente des clients. Mais demain, des grands chantiers, on peut prendre celui du renouvellement de la clientèle. Car tous les clients qui ont goûté au ski reviennent. C'est un virus magnifique qu'on a envie de reprendre, d'être repiqué chaque année. Et on voit que les gens aiment le ski et veulent retourner. Par contre, nous avons toute une nouvelle génération à former qui doit avoir la chance de pouvoir connaître les bienfaits et les joies de ce sport magnifique qu'est le ski. Nous avons eu la chance d'avoir pendant des années un plan de développement de la montagne qui a amené une recrudescence des classes de neige. Aujourd'hui, les classes de neige sont entre guillemets en forte diminution. Et beaucoup de nos skieurs aujourd'hui sont des personnes qui ont appris pendant leur jeunesse grâce à l'enseignement scolaire du ski. C'est presque curieux ce phénomène. On a quoi en France? Pratiquement les plus beaux domaines skiables de France. En tout cas, j'imagine que vous allez me le dire, mais en tout cas, on a des très beaux domaines et on a un problème de renouvellement de clientèle. Les gens n'ont quoi, plus envie de venir au ski? C'est ça la problématique? Écoutez, oui, on a les plus beaux domaines skiables du monde, puisqu'elle attire une clientèle internationale, la France. Aujourd'hui, ce n'est plus une priorité l'apprentissage du ski pour les jeunes.
À nous de trouver peut-être un moyen d'adapter notre produit en fonction des attentes de cette nouvelle clientèle. Car un jeune il y a 20 ans et un jeune aujourd'hui n'ont plus du tout les mêmes attentes. Et on doit proposer aujourd'hui peut-être plus que le ski, une expérience différente, différenciante de ce qu'on peut trouver ailleurs. Si on prend un domaine skiable il y a 30 ans, on faisait l'attente 2h30 dans la journée, voire 3 heures. On passait 3 heures, 3h30 sur les remontées mécaniques parce qu'on avait des appareils qui étaient à l'époque techniquement très bien, mais qui sont maintenant, qui ont été largement dépassés. Et on faisait 2 heures, 2h30 de ski en tout et pour tout. Aujourd'hui, nos clients, ils n'attendent quasiment plus. Le temps de montée a été divisé par 2, voire 3. Et ils font toujours 2 heures, 2h30 de ski. Alors 10 descentes dans la journée, 10, 11 descentes, c'est ce qu'on remarque sur les données de passage depuis des années. Mais aujourd'hui, on leur a libéré du temps. Et comment on améliore leur expérience par ce temps qui a été libéré. Je pense qu'aujourd'hui, on doit travailler pour redevenir le numéro 1 mondial du ski et atteindre une barre qui est 60 millions de journées skieurs, c'est-à-dire redévelopper la croissance en nombre de journées skieurs. Il y a le potentiel, à nous de trouver les leviers et de nous faire aider aussi, parce qu'on ne demande pas forcément des allègements de charges, on demande une politique qui vise à enchérir le nombre de skieurs en France. Du renouvellement de clientèle, ça passe, on l'a bien compris, par de la classe de neige selon vous. Pour autant, on ne s'oriente pas vraiment vers ça au niveau du gouvernement. C'est un petit peu compliqué de remettre une espèce de grand plan neige dans l'éducation nationale. Il y a un petit côté un peu frileux, non, on peut le dire. Écoutez, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Madame le ministre à l'occasion de la présentation des sportifs de la Fédération française de ski. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'un de ses conseillers dernièrement et je pense qu'il y a une vraie velléité à réfléchir à un nouveau modèle et à pouvoir relancer les classes de neige. Aujourd'hui, je pense que la région Rhône-Alpes a pris une belle initiative dans son acte 2 de son plan montagne, de permettre de rénover ces hébergements pour qu'ils soient à nouveau au goût du jour, parce que c'est des gens qui travaillent avec très peu de marge et ils ont besoin d'aide pour pouvoir rénover leur centre. On se tourne vers demain sur ces jeunes que vous voulez former au ski, et puis aussi toute cette question de développement durable auquel vous êtes forcément confronté quand on est exploitant de domaines skiables. Le développement durable, sans dire qu'aujourd'hui n'importe quoi a été fait, ce n'est pas le cas, mais aujourd'hui vous êtes confronté à modifier un petit peu certains comportements, certaines manières d'exploiter vos domaines skiables en vertu du développement durable. Écoutez, je pense qu'on est tous conscients, la montagne, on l'aime, c'est notre avenir, c'est celle de nos enfants, donc on la protège. J'aime pas entendre qu'on a pu faire n'importe quoi parce que c'est totalement faux. Et je pense que contrairement à d'autres métiers, on est beaucoup plus encadré dans notre développement. Sur une nouvelle remontée mécanique, c'est des dossiers lourds, environnementaux, pour prouver la justification et l'intérêt de changer des fois 2 remontées par une. On a tous, au fond de nous, une volonté de développement durable. Mais le développement durable, c'est demain remplacer 2 remontées mécaniques qui représentaient 40 pylônes par une seule qui représente que 17 pylônes. C'est donc consommer moins d'énergie, c'est aussi se tourner vers de nouvelles technologies pour avoir une empreinte carbone beaucoup moins importante. C'est, comme l'a fait Acer Chevalier très dernièrement, lancer de la production d'énergie renouvelable. Voilà, je pense qu'on est des acteurs qui sont impliqués dans notre avenir. Est-ce que cette question du changement climatique et globalement un peu du manque de neige, parce que c'est arrivé sur, non pas l'hiver dernier, mais il y a encore 2-3 hivers, c'était un petit peu compliqué l'enneigement, ce n'est pas le cas cette année. Est-ce que du coup ça vous fait quand même réfléchir sur des stations qui disent ça sera compliqué pour nous dans les années à venir? Est-ce que vous l'avez, vous, Domaine Skiable de France? Écoutez, on a tous les types de stations, entre celles qui a 600 mètres d'altitude, celles qui a 2000, selon le massif où on est, selon entre guillemets le réseau de neige de culture. On a tous les schémas, mais aujourd'hui le département de l'Isère a fait une très belle étude avec l'IRSTEA sur la pérennité des stations. Et ça tord un peu le coup à toutes les idées reçues que certains mettaient, puisqu'ils prouvent que jusqu'en 2050, le modèle est vertueux et rentable. Pour toutes les stations? Certaines auront beaucoup plus d'aléas et donc devront trouver des activités complémentaires. Mais il ne faut pas oublier que les gens viennent principalement pour le ski. Donc on ne peut pas dire ce qu'on peut entendre qu'en dessous de 1500 mètres, dans les 5, 8, 10 ans, il n'y aura plus de ski. C'est faux ça, a priori. Pour moi c'est faux. Pour vous c'est faux? Pour moi c'est faux. Je pense que les dernières études prouvent bien que, et encore, entre le plein sud, une station plein nord, entre dans les Vosges où on est sur une altitude différente et entre guillemets peut-être les Alpes, il n'y a pas de vrai schéma. C'est difficile de tirer une conclusion aussi rapide. Je reviens sur, une fois qu'on a parlé de développement durable, sur cette question de renouvellement de clientèle et de tarifs quand même. Le prix des forfaits monte toujours un peu plus. Certains disent qu'ils sont trop chers nos forfaits en France. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Eh bien s'ils sont trop chers en France, commençons à voir à l'étranger parce que le forfait de ski en France à domaine égal est le moins cher du monde. Mais encore une fois, on a cette image. Pourquoi on l'a, je ne sais pas, mais à nous aussi de faire de la pédagogie pour expliquer aussi les services, tout ce qui est fourni au travers
du prix du forfait. Mais vous comprenez quand même que le prix du forfait soit aussi une barrière pour une jeune clientèle? Ça peut être une barrière pour une jeune clientèle, mais je pense qu'aujourd'hui, l'addiction aux smartphones et aux écrans est une barrière beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'il faudrait que les jeunes réorientent leur budget, en gros c'est ce que vous dites. Écoutez, je ne sais pas, je pense qu'on a des offres pour les jeunes, pour les étudiants, pour les classes de neige, il y a des offres très intéressantes qui sont faites dans les stations. Donc ne misons pas tout sur le prix pour trouver, entre guillemets, quels sont nos freins. Aujourd'hui, il faut quand même aussi savoir qu'on a travaillé sur un indice qui est un indice de la COP21, l'indice Biome, qui permet de connaître où va l'argent qu'on dépense dans telle ou telle structure. Et quand vous mettez de l'argent dans un forfait, à 60% au niveau national, il retourne sur le périmètre local. Et à plus de 95%, il reste sur le territoire français. Donc aujourd'hui, l'argent du ski va au développement et à la vie locale du territoire. C'est donc une économie vertueuse et circulaire, on est dedans. C'est une économie vertueuse, circulaire, qui permet à la fois à 60% et qui permet surtout pour chaque euro mis dans le ski de développer 6 autres euros dépensés sur le territoire par les touristes. Votre mandat de président de Domaine Ski Alpes de France, il est de 3 ans? Oui. Il est de 3 ans. Vous avez des grands projets sur ces 3 années, puisque vous êtes élu depuis le 1er octobre. Vous avez des grands dossiers à mener? Oui, on a déjà commencé à citer, mais aujourd'hui, on n'a pas fait de grands plans sur la comète. On va travailler avec le comité directeur en mode séminaire au printemps, parce que juste avant l'hiver, c'était très compliqué. Et on veut surtout baser avec Pascal Tournier, mon président délégué, avec qui on a été élu, de travailler sur 3 axes. Accompagner les exploitants, leur simplifier le travail et anticiper les besoins de demain. Et là, vous êtes en lien aussi avec les différents ministères, c'est ça, hein, on imagine? On est en lien avec les ministères, on est en lien avec les élus, les associations d'élus et avec, entre guillemets, tout le tissu économique de la montagne. Alexandre Molin, président de Domaine Ski Alpes de France, merci à vous, merci d'avoir été l'invité de notre émission Point de vue. Merci. Merci. Alors vous l'avez compris, les défis de la montagne sont nombreux et nous n'aurons pas assez d'une demi-heure pour aborder toutes ces problématiques. On va quand même se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point de vue. En attendant, pour revoir cette émission, c'est sur les replays de montblanclive.com.